Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. On a un seul micro, on a l'habitude de se couper la parole, donc on va jongler. S'il me saute dessus, vous paniquez pas, c'est qu'il veut le micro parce que je parle de trop. On va donc vous parler d'une application qui voit, qui entend et qui répond. Alors, la petite histoire de cette présentation, c'est un soir où on regardait une énième diffusion d'Iron Man. On s'est dit, Jarvis, c'est quand même cool. Ça serait cool qu'on fasse ça à la maison. Puis du coup, si go, on essaye, on en fait un à la maison. Jarvis, est-ce que tu peux présenter Michael ? Michael est développeur full stack chez Zapseed. Il s'intéresse aussi à la programmation fonctionnelle et au big data. Jarvis, est-ce que tu peux présenter Christophe ? Christophe est agitateur technique chez Zapseed. Il est aussi très actif dans les communautés et a fondé le Tour Jug. Je vais garder le micro du coup. Alors, vas-y, garde-le. Alors, qui a déjà fait du machine learning dans la salle ? Jamais. Bah, ça tombe bien parce qu'on ne va pas en faire. En fait, l'idée était donc de faire une application où on allait pouvoir ajouter de l'IA, mais sans faire du machine learning. Et donc, on voulait faire une application où on intègre tous ces technos-là sans vraiment avoir ces choses-là à apprendre. Donc, l'application qu'on a mis en place, le projet, en fait, qui nous semblait être pas mal pour essayer d'utiliser un maximum d'API d'IA, c'était de faire un KIES. Alors, le KIES, on a utilisé donc les photos des speakers. Initialement, on l'avait fait à Devox. Et du coup, on avait utilisé les photos des speakers Devox. Là, on a utilisé les photos des speakers du Jug Summer Camp. Démo ? Alors, on a mis la démo au début, parce que comme ça, si ça plante, on sera soulagé. Alors... Tiens, 2 secondes. Bonjour. Bonjour, quel est ton prénom ? Christophe. Avec combien de photos souhaites-tu jouer ? 8 photos. Désolé Christophe, le serveur est indisponible. On s'arrête. Bonjour, je m'appelle Christophe et je voudrais jouer avec 8 photos. Avec combien de photos souhaites-tu jouer ? 8 photos. On va essayer un truc, on va réinitialiser le contexte. Bonjour, je m'appelle Christophe, je voudrais jouer avec 8 photos. Avec combien de photos souhaites-tu jouer ? 8 photos. Bonjour Christophe, tu peux m'appeler Julie. Est-ce que c'est une femme ? Non, ce n'est pas une femme. Est-ce qu'il a des lunettes ? Oui, Est-ce qu'il est brun ? oui, Je propose François Desmier. bravo, c'est bien François Desmier. Désires-tu rejouer ? Non merci. Passez une bonne présentation. Alors, Je te le passe. Je vais regarder après, je te connais. Donc, il a fallu, pour faire cette application-là, on l'a découpée en 4 étapes. Et ces 4 étapes qui sont liées à des problématiques d'intelligence artificielle. La première étape, c'est voir. Deuxième, c'est entendre. Troisième, c'est comprendre. Et la quatrième, c'est répondre. Donc, on va détailler toutes ces étapes-là et vous faire voir quelles sont les API qu'on a utilisées pour réaliser l'application. Première étape, voir.
La problématique ici, c'était comment identifier les éléments d'un visage sur les photos. Alors pour chaque étape, on va essayer de vous remettre dans un contexte plus théorique, mais on va juste en parler 2 minutes, de savoir ce qui se cache derrière ces API-là. Alors nous, on n'a pas du tout programmé ces machine learning-là, mais en tout cas, c'est bien de se remettre dans le contexte théorique pour dire, en fait, il y a des trucs un peu plus compliqués de ce qu'on a fait. La théorie derrière la reconnaissance de visage, c'est donc le traitement d'image, reconnaissance des formes, et un domaine plus spécifique, c'est le face recognition. Donc là, si vous êtes intéressé pour savoir comment ça fonctionne, les mots-clés, extraction, feature, face recognition, un des exemples d'algorithmes, filtre de Gabor et réseau de neurones, par exemple. Mais nous, forcément, on a utilisé une API clé en main. Alors, du point de vue API clé en main pour la vision, il y a plusieurs solutions génériques. Donc, ce sont des API type Google Cloud Vision, vous avez la solution de Microsoft, vous avez la solution d'Amazon, vous trouvez la solution chez IBM avec Watson. Et puis, vous avez des solutions qui sont un peu plus spécialisées sur tout ce qui est visage, comme par exemple Keros et BetaFace. Qu'est-ce qu'on peut obtenir en utilisant ces API? Et vous allez simplement leur envoyer une image. Alors, par exemple, l'API de Google, elle va être capable de vous labelliser la photo, c'est-à-dire vous dire, il y a un arbre, il y a une voiture, il y a une maison, le ciel. Il va vous reconnaître les logos de marques. Il est capable de reconnaître des landmarks aussi. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ça, c'est la Tour Eiffel. Ça, c'est Notre-Dame. Il va être capable de faire de l'OCR, donc reconnaissance de texte. Vous détectez tout ce qui est visage, extraire des attributs sur la photo, donc les couleurs dominantes, les choses comme ça. Chez Microsoft, on retrouve les mêmes choses. Chez Amazon aussi, on a un petit peu moins de fonctionnalités. Watson aussi. Et puis donc les 2 derniers qui sont vraiment spécialisés sur les visages. Nous, justement, c'est ce qui nous intéressait, les visages. Qu'est-ce qu'on a dans les visages? Alors, chez Google, il va vous donner des points, genre les yeux, le nez, les coins de la bouche, etc. Les oreilles. Il va vous donner la direction, l'orientation du visage, et puis éventuellement une expression. Il est heureux, il est triste. Microsoft, il vous rajoute un genre, homme, femme, la présence de barbe, la présence de lunettes. Chez Amazon, ils font pareil, avec une estimation de l'âge ici, chez Amazon et Microsoft. Watson, vous avez un âge, un genre. Chez Keros, il vous donne aussi une ethnie. Et puis, BetaFace, celui qu'on a utilisé, nous donnait le plus de potentiel, puisqu'il nous donne aussi, par exemple, la couleur des cheveux, si les dents sont visibles, donc si la personne sourit, etc. Ce qu'on a utilisé comme critère, nous, sur BetaFace, on a utilisé du coup le genre, donc il nous dit mâle-femelle. On a utilisé les lunettes, oui, non. La présence d'une barbe, oui, non. Les couleurs de cheveux, donc là, on retrouve les cheveux, donc les bruns, les blonds, les châtains, les roux, châtain clair, et puis les couleurs pas naturelles, notamment pour les gens qui ont des chapeaux. À noter au passage qu'ils ne savent pas qu'il y a des gens qui n'ont plus de cheveux. Et donc, théoriquement, avec ça, on obtenait 56 groupes, ce qui nous donnait une dispersion sympa pour pouvoir faire notre jeu. Comment ça se passe quand on va vouloir utiliser BetaFace? Ça se passe en 2 temps. Vous appelez la première fois un web service en lui disant « j'ai une image là-bas, je voudrais que tu l'analyses » et il vous renvoie un ID. Comme c'est un service gratuit, il y a une file d'attente. Donc au bout d'un moment, vous retournez voir un deuxième service avec l'ID qui vous avait retourné. Et puis là, soit il vous dit bah, « j'ai pas encore fait l'analyse », soit il vous dit ce qu'il a trouvé dedans. Donc au niveau des reconnaissances des images des speakers du Jack Summer Camp. Alors il y avait 28 speakers, 23 ont pu être analysés et il y a eu 5 visages qui n'ont pas été reconnus. Alors sur ceux qui n'ont pas été reconnus, c'est les photos de profil. Donc souvent BetaFace a des soucis avec la reconnaissance des visages qui sont de profil. Alors le 5e, c'est... qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? On ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication pourquoi il n'est pas reconnu. Alors on verra qu'en fait, il n'y a pas de... Je ne sais pas si tu l'as dit, on n'a pas la caractéristique cheveux, pas de cheveux. Donc c'est peut-être à cause de ça. Et puis là, on a des erreurs. Donc ça, eux, ils ont été reconnus, mais on va avoir des erreurs. Notamment des bruns qui sont pas bruns.
pour... Sur les cheveux, il faut savoir que c'est le critère un peu là où le système est le moins sûr. Donc du coup, on a un taux de confiance moyen qui est qu'à 0,5, alors que sur les autres critères, on est plutôt à 0,9. Les premiers, il a dit brun, mais il n'est pas du tout sûr à 0 parce qu'il s'est quand même aperçu que la photo était en noir et blanc. Donc il ne peut pas juger complètement le truc. Guillaume Laforge, bon, petit, loin, du coup, il nous l'a trouvé roux, mais il n'est pas sûr, à cause du fond violet sans doute. Et puis Tugdual qui nous a mis blond alors qu'il avait une casquette rouge. Donc il aurait plutôt dû nous dire qu'il était notre naturel, mais bon. Là aussi, 2 questions. Bon, on a quelqu'un qui a plus trop de cheveux et du coup il nous l'a mis blond quand même, mais il n'est pas sûr. Et puis une demoiselle avec couleur non naturelle, mais il n'est pas sûr là non plus, il hésite entre les deux. Sur les genres, on a eu un petit problème. Je ne sais pas si vous avez vu pendant le jeu, au début, il a dit non, c'est pas une femme, il a enlevé 2 filles, et puis il a enlevé un homme aussi, parce que des fois, il se trompe. Mais là, c'est un peu plus difficile, parce qu'il est vraiment sûr de lui en plus. C'est-à-dire, les 2 premiers, on a bien affaire à des femmes, il est sûr de lui, le taux de confiance était de 1. Derrière, on a 3 hommes avec des taux de confiance qui sont quand même supérieurs à la moitié, voire très forts pour Julien, et à 0,96, il est persuadé que c'est une femme. Alors, pour la petite histoire, lorsqu'on l'a fait pour Devox France, on avait un speaker avec de la barbe, des lunettes, et il était persuadé que c'était une femme. Mais il nous a bien détecté la barbe. Mais il était persuadé que c'était une femme. Au niveau de l'utilisation, comment ça se passe ? On a travaillé en amont, parce que comme je vous ai dit, il y a une file d'attente avec BetaFace, donc on ne peut pas le faire en live devant vous. Donc on travaille en amont, j'ai créé un serveur que j'ai préalimenté, qui possède 2 services. Il y en a un à qui on va envoyer un nombre et qui va nous retourner ce nombre d'ID de speaker choisi aléatoirement, donc mes fameuses 8 photos. Et puis derrière, j'ai un service qui me permet de retourner chercher avec les ID de mes speakers les caractéristiques qui avaient été extraites. Donc voici c'était l'étape voir. La deuxième étape, entendre, écouter. La problématique, ça va être comment transformer donc, un flux audio vers du texte. Donc au niveau de la théorie, on va avoir les domaines de la reconnaissance vocale, qui est un sous-domaine de Natural Language Processing, NLP. Donc le NLP, il y a plein de sous-domaines, et reconnaissance vocale fait partie de ces sous-domaines. Les mots-clés par rapport à ce use case, c'est speech to text ou automated speech recognition. Donc il y a plein d'articles très compliqués. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder tout ça. Au niveau des exemples d'algorithmes, donc derrière il y a l'utilisation de chaîne Markov, cachée, réseau de neurones. Voilà. Donc là ici, nous, on n'a pas du tout utilisé des machine learning là-dessus. On a utilisé des API. Et au niveau des API, il y a plusieurs services, notamment les grands du web, qui ont certains services pour transformer du langage vers du texte. Et il y a aussi des bibliothèques JavaScript ou autres wrappers de Doclib qui vont permettre de réaliser ça. Alors la problématique de certaines API, c'est de envoyer le flux audio. Et ce flux audio, il faut pas qu'il soit, faut qu'il soit de qualité. Et donc avec un certain encodage, et JavaScript n'est pas forcément capable d'avoir un bon encodage pour envoyer sur une URL. Et nous derrière, on est obligé d'appeler un service qui va chercher le son sur l'URL et nous renvoyer le texte. Et en plus, il y a une certaine latence, c'est pas forcément très pratique. Nous, on est plutôt parti sur une spec qui date, on l'avait dit hier, 2010. Speech Recognition API. Alors, Speech Recognition API, elle est utilisée que dans Chrome et Opera. C'est une des limitations de cette API-là. Si on veut l'utiliser dans Firefox, il faudra recompiler Firefox. Reconstruire Firefox avec la bonne option. Mais par défaut,
l'API n'est pas implémentée. Je te laisse. Donc, pour la petite histoire, on va le voir juste après. Firefox l'a supporté à une époque et puis ils l'ont retiré parce que ça pose des problèmes de sécurité. Alors, à quoi ça ressemble au niveau du code ? Si ça passe le code. C'est relativement simple. Vous avez un objet qui s'appelle WebKit Speech Recognition. Alors, dans l'aspect qui s'appelle Speech Recognition tout court. Vous faites simplement, vous l'instanciez, puis vous faites un onResult avec 2 callbacks un seul callback, je dis, vous rattachez une fonction qui sera invoquée sur le onResult, qui recevra un objet qui contient un tableau de réponses avec des taux de confiance, et puis derrière, vous faites démarrer la reconnaissance. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça donne ? Les voitures roulent. Voilà, donc vous voyez, il a reconnu ce que je lui ai dit, les voitures roulent, avec un taux de confiance à 0,93. Au passage, il fait quand même la conjugaison, donc plutôt bon. Il n'est pas complètement très bon. Les voitures bleues roulent. Voilà, donc il a pensé à faire l'accord de bleu, mais du coup, il perd la conjugaison. Bon. Le taux de confiance est un peu plus faible aussi. Vous pouvez l'aider. Donc vous allez pouvoir lui passer des options. Donc vous pouvez lui dire que la langue à reconnaître va être en français. Vous pouvez aussi avoir 2 hooks derrière qui sont des méthodes qui vont être appelées sur le end et le start, parce qu'il faut savoir que la reconnaissance, elle démarre et elle s'arrête automatiquement au bout de 3 secondes. Donc il n'est pas en écoute continue et vous êtes obligé de le relancer à chaque fois. Du point de vue problème, ce qui est un peu gênant dans l'utilisation de cette API, c'est Chrome only, enfin Opera aussi. Il y a des utilisateurs d'Opera ? Non, donc Chrome only. Point de vue confidentialité, donc tout ce que vous dites, ça part vers le cloud. C'est traduit dans le cloud de Google. La grammaire, donc si vous avez des problèmes de reconnaissance, vous pouvez normalement, d'après l'aspect, lui fournir une grammaire. On a été incapable de la faire marcher dans Chrome. Il n'y avait aucun changement d'effet. Donc, notamment, on voulait fournir une grammaire pour la reconnaissance des noms des speakers. Et vous verrez, après, on a été obligé de tricher autrement. Les autorisations, donc ça fonctionne que par HTTPS. Il va vous demander l'autorisation la première fois, sauf si vous faites du localhost, naturellement. Il vous demande l'autorisation la première fois, mais les fois d'après, il ne vous redemande plus l'autorisation. Donc, si vous avez oublié que vous avez autorisé un site web à vous écouter, les fois d'après, il vous écoute. Alors ça se voit parce qu'il y a un petit rond rouge sur l'onglet en haut. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez 50 onglets d'ouvert, vous ne voyez plus le rond rouge. Le problème de l'écoute en continu, donc ce que l'on disait, il s'arrête tout seul. Donc nous, on récupérait sur l'événement on-end, on redémarrait l'écoute. Et là, on a eu un petit souci, c'est que du coup, quand on répondait, le bot s'entendait répondre, ça repartait. Et du coup, il disait, j'ai pas compris ta réponse, enfin, j'ai pas compris ta question parce que c'était ma réponse avant et c'est pas prévu. Donc, on a été obligé de jouer avec ces options pour arrêter l'écoute, relancer l'écoute au moment où on veut parler. Le multi-onglet, l'onglet qui écoute est pas forcément devant. Oui, c'est ça. L'onglet qui écoute n'est pas forcément au premier plan. C'est-à-dire que si vous ouvrez un onglet qui vous écoute, que vous passez sur un autre onglet que vous l'avez oublié, il continue à vous écouter aussi derrière. C'est ce qui fait entre autres que Firefox a débranché l'API. Alors c'est bien beau, pour l'instant on a du texte, voilà, on a parlé, on a du texte, et maintenant il faut ajouter des choses un petit peu intelligentes pour donner du comportement à notre application. Et là la problématique ça va être comment analyser, réagir et se souvenir de ce qui a été dit et de l'intégrer à notre logique applicative. Là ici, notre use case étant le case. Juste une petite parenthèse au niveau de la théorie. Donc là, il y a toujours de la NLP, c'est quelque chose de très utilisé, donc avec l'extraction d'informations. Et sur ce qu'on va avoir, il va y avoir donc la Name Entity Recognition, c'est de la reconnaissance de certaines parties du texte pour identifier ce que veut dire le texte.
Donc pareil, des modèles statistiques, stochastiques, enfin il y a un peu de tout au niveau de la théorie. Et nous, on a essayé de chercher ce qu'on pouvait utiliser pour gérer tout ça. Et on s'est dit, conversation, essayer d'intelligence, échanger avec un robot, on va aller voir ce qui se passe sur les bots. Et c'était aussi un peu le but aussi d'aller jouer avec les bots, cette application. Et il y a différents types de bots. Il y en a 3. On a vu 3 catégories. Les types simples. Alors là, ça va être on va pouvoir gérer des conversations basiques. Alors je suppose que quand vous avez commandé des pizzas ou vous avez commandé sur Cdiscount ou on commence à avoir un petit dialogue et puis on dit vous cherchez quoi et on commence à vous dites une imprimante et puis là il commence à vous guider dans vos choix. Ça va être des conversations hyper basiques, ça va être orienté action, c'est-à-dire qu'ils vont dire je cherche, je commande une pizza, vous voulez une pizza à base de tomates, à base de crème, et ça va être des boutons comme ça. Rien de compliqué. Ces applications, ces plateformes-là, on peut en citer plusieurs, Chatwheel, Octane, Motion, alors elles sont super bien foutues. Elles sont, quand on les utilise, c'est super beau, on ne comprend pas toujours ce qu'on fait, mais voilà, ça permet de faire des conversations un peu simples, un peu guidées, avec des actions très simples. Donc là, c'était pas forcément notre use case. Donc, je voulais des choses un peu plus avancées. Et puis, on commençait à avoir des types simples programmables. Alors là, on pouvait mettre des regex un petit peu plus compliqués que pizza, avec des modèles XML un peu plus balèzes. Mais ça restait quelque chose que des regex. Le bot se plantait dès qu'on changeait un petit peu les types de phrases, la tournure des phrases. Voilà, c'était pas. Donc, au niveau de l'exemple, la plateforme Pandora Bot, on peut faire des choses comme ça. Puis on fait plus de XML maintenant. On peut mettre, je suis sûr, on peut faire du JSON aussi. Et le troisième type, ça va être ce qu'on appelle les AI platforms. Donc là, on va être vraiment sur des choses un peu plus poussées. Et là, on va plus être sur des regex simples. On va vraiment avoir des choses beaucoup plus intelligentes, notamment l'extraction d'informations. Il va pouvoir reconnaître les synonymes. Il va deviner que c'est des synonymes. Il va pouvoir faire des choses un peu avancées. Ces plateformes-là sont hyper bien faites. Elles sont en 2 parties. On va avoir une partie un peu plateforme d'administration, paramétrage, où on va pouvoir paramétrer son robot pour lui dire ce qu'il doit faire en fonction du contenu qu'on va lui dire, et avec différents paramètres qu'on va vous expliquer après. Et puis une autre partie qui va être la partie API, où là on va pouvoir interagir directement avec notre robot qu'on a paramétré. Et là on va pouvoir via du REST, discuter avec lui. Alors ces plateformes, alors il y a différentes plateformes. Non, reviens. Alors on a API AI, c'était racheté par Google l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. 8AI, c'est Facebook, Microsoft Louis, c'est Microsoft, IBM Watson, Amazon Lex. On a regardé API AI, 8AI. Moi j'ai regardé un petit peu Louis, un petit peu Watson, et j'ai ouvert Amazon Lex. Mais j'ai refermé. Et c'est pas que c'est pas bien, c'est que j'en ai déjà fait 4 et au 5e, je commence à en avoir un peu marre des différents bots. On a décidé d'utiliser API AI, qui me semblait le plus pratique. Alors je dirais, ils font tous la même chose. De toute façon, toutes ces plateformes ont un peu la même logique. Il y a les mêmes notions. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Il y a les différences, ça va jouer sur le prix. Sur IBM Watson, c'est pas gratuit. Il y a quelques requêtes gratuites, mais ça devient vite payant. API AI, 8AI, c'est gratuit. Alors après, il faut aller voir sur le site exactement. Je ne me rappelle plus, puis ça change, ça évolue tout le temps. Ces plateformes-là sont super bien foutues.
C'est une fois qu'on a compris les notions, on va vous présenter les notions. Une fois que vous avez compris les notions, vous pouvez aller vite vous faire un petit bot pour un contexte applicatif très simple. Et on peut passer d'API à 8 AI. Il y a quelques notions qui divergent un petit peu, mais c'est la même notion. Alors, au niveau des capacités des concepts, la première chose, ça va être de comprendre quelle est l'intention de l'utilisateur. Donc, le terme utilisé dans les plateformes est intent. Réagir, donc réagir à ses intentions, lui répondre. Naturellement, il faut prévoir un fallback si vous n'avez pas compris ce qu'avait prévu l'utilisateur. Être capable extraire une entité. Donc, par exemple, on reviendra dans l'interface, je vais vous les montrer, mais est-ce que c'est un homme? Ici, j'ai une entité de type genre qui est l'homme. Demander, être capable de créer un dialogue, de demander un complément d'information. Vous avez vu, quand j'ai fait la démo, il a échoué. La première fois, j'ai fait bonjour, il m'a dit bonjour. Comment tu t'appelles? Christophe. Combien de cartes tu veux? 8. Et bon, c'était pas prêt, j'ai reseté. Et la deuxième fois, je lui ai dit bonjour, je m'appelle Christophe, je veux jouer avec 8 cartes. Et il m'a juste redemandé combien de cartes. Il m'a pas redemandé mon nom. Parce que mon nom, il avait réussi à le comprendre, il avait juste pas compris le nombre de cartes que je voulais. Il va être capable de conserver un contexte. C'est-à-dire que je lui dis je m'appelle Christophe. Quand à la fin, il a toutes ces informations, il me répond bonjour Christophe. Donc il a conservé mon nom entre les différents appels HTTP. Il va être capable de faire des choses, invoquer un service à l'arrière. Donc c'est ce qu'il fait notamment une fois qu'il a toutes ces informations, il va appeler mon serveur en lui disant j'ai besoin de 8 identifiants pour commencer une partie. Et puis on verra, il va être capable de s'améliorer, vous allez pouvoir l'entraîner. Alors à quoi ça ressemble? J'ai les captures d'écran, mais normalement le réseau passe. Ce micro, oui. Le micro ici marche aussi, c'est plus facile. Voilà. Alors ici, vous avez l'interface d'API AI. Ah, c'est peut-être... Ouais, ça manque un peu de contraste. Si les gens de chez Google pouvaient arrêter les nuances de gris, de bleu, on aurait un peu plus de contraste. Ouais. Je vais grossir un peu. Voilà. Ça va être mieux. On va prendre un exemple de base sur l'extraction d'un intent. Vous allez ici, vous allez pouvoir définir les différents intents pour votre bot. Donc par exemple ici, j'ai un intent barbe et dedans, je lui ai mis des phrases d'exemple. Est-ce qu'il a de la barbe? Alors est-ce qu'elle a de la barbe parce que j'avais une fameuse femme à barbe? Alors ces phrases-là, l'inconnu, c'est pas moi qui ai fait des fautes de frappe, c'est après je vous montrerai avec le système d'entraînement. Est-ce que l'inconnu est barbu? Est-ce qu'il a de la barbe? Voilà, vous lui proposez différentes tournures de phrases qu'il va pouvoir utiliser. Et en bas, on va avoir un texte de réponse. Alors nous, ici, on a triché un petit peu. Ce n'est pas le texte qui est lu par le bot. On va faire répondre un format normalisé au bot pour que l'application web qui est dans le navigateur puisse le comprendre. Donc ici, j'ai un mot-clé beard et derrière, j'ai yes. Donc la question, c'est est-ce qu'il a de la barbe? Et du coup, dans mon navigateur, j'avais choisi en random un des speakers que j'avais reçu. Et je vérifie si lui, il a de la barbe pour pouvoir répondre oui ou non. Et puis enlever la barbe et enlever tous ceux qui avaient... Donc il ne répond pas oui, est-ce qu'il y a de la barbe, mais il dit, il veut savoir s'il y a de la barbe. C'est plus le sens de la question, l'intention. Il veut poser la question, c'est est-ce qu'il y a de la barbe? Et c'est l'application qui va aller trier, lui dire oui ou non. Le niveau suivant, on va être obligé de définir la notion d'entité. Alors l'entité, ça va être par exemple le sexe, la couleur des cheveux. Donc si on prend l'entité sexe, je vais déclarer une valeur, mâle, et ça va pouvoir correspondre à mâle, à homme ou à garçon. Je vais pouvoir déclarer des synonymes. Pareil pour femelle, je vais pouvoir déclarer femme ou fille. Du coup, quand on va revenir sur l'intent de genre, voilà ici, je vais avoir mes phrases. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Et ici, vous voyez, il m'affiche en jaune. Il a détecté qu'il y avait une entité, que ça correspond à une entité. Donc je peux lui préciser le type d'entité, éventuellement la corriger. Et je vais récupérer cette entité ici dans une variable. Et je suis capable de la renvoyer vers mon client. Donc ici, je renvoie gender et $gender. Donc lui,
il va me renvoyer soit mâle, soit femelle. Donc je vais avoir une normalisation de mon entité. Je peux dire garçon ou homme, et je recevrai mâle. Un souci qu'on a rencontré, j'ai oublié d'en parler juste avant, c'est la négation. Le système n'est pas capable de détecter que c'est une négation dans la phrase. Donc quand vous faites une entity beard, vous êtes obligé de faire une entity no beard qui contient les phrases de négation. Donc ça, c'est un peu contraignant. Le fallback, vous avez ici un intent qui s'appelle default fallback intent, qui va être utilisé pour quand ça ne correspondra à aucune entity. Il n'aura pas compris la question, ça correspond à aucun des intents, pas entity mais intent, ça correspond à aucun des intents qu'il avait, donc du coup il tombe sur le fallback et il vous renvoie une des questions. Donc on est capable de faire plusieurs propositions, ce qui permet d'avoir un bot un peu plus naturel qui va changer de formulation d'une fois sur l'autre. Et ici, on réutilise une variable qui a été détectée à l'initialisation de la partie. C'est la notion de contexte qu'on va expliquer juste après. Non, c'est le dialogue. Alors, pour le dialogue, prise de contact, voilà. Donc ça, c'est la fameuse partie où, à l'initialisation de la partie, où je pouvais dire d'une seule phrase ou en plusieurs morceaux. Donc par exemple, ici, j'ai mon entity, mon intent, mon exemple d'intent avec mes deux entities dedans, qui sont le nom du joueur et le nombre de photos qu'il voudra. Donc je retrouve mes deux variables en dessous. Et ce coup-ci, je peux lui dire, celles-ci, elles sont requises. Elles sont obligatoires. Et si tu ne l'as pas, du coup, je vais avoir ici la possibilité pour le bot de poser une question en réponse pour compléter les informations dont il a besoin. Donc ici, il reviendra demander soit « Bonjour, quel est ton prénom ?» soit « Bonjour, comment t'appelles-tu » Après, on peut en mettre plusieurs pour avoir une sorte de hasard dans le dialogue et avoir l'impression d'avoir quelqu'un en face, en fait. Et donc, du coup, une fois qu'il a toutes ces réponses, il va pouvoir appeler notre serveur derrière. Donc c'est ce qu'on fait ici en lui disant « Utilise un webhook ». Donc là, tout à l'heure, on peut voir « Désolé, Christophe, le serveur est indisponible ». C'est justement, on n'a pas pu contacter le serveur. Et comme on était sur Heroku, il a besoin d'un ping en fait, pour pouvoir se réveiller. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on a cette erreur-là et on n'y pense jamais. Alors, vous voyez que c'est là où on mettait les réponses d'habitude. Et c'est utilisé, quand vous cochez la case du webhook, la réponse ici sera utilisée uniquement si le webhook échoue. Il faut savoir que API AI est très peu patient et si le serveur ne répond pas dans les, je crois que c'est 2 secondes, il décide qu'il est en échec et il vous répond la réponse d'erreur. Alors le dialogue, hein, c'est une intention, donc c'est une intention, mais une intention particulière parce qu'on re-rentre en fait, tant qu'on n'a pas tous les champs requis, on reste dans cette intention-là et donc on fait des allers-retours avec le robot et tant qu'on n'a pas tous les champs requis, il reste dans cette intention-là. Le webhook, il est déclaré dans le fulfillment, simplement, vous lui mettez l'URL à appeler, vous lui mettez éventuellement les credentials si vous avez protégé votre webhook derrière, et il sera utilisé sur les intents où vous cochez la case. Au niveau du bot, au niveau du serveur derrière, vous allez recevoir une enveloppe JSON avec l'intent qui est détecté, les éventuelles entities avec des taux de confiance. Et on pourra formuler une réponse qu'on verra, je vous montrerai après, j'ai la réponse dans les slides. La notion de contexte. Alors, ce qu'on fait, c'est que lors de la prise de contact, on va ici extraire les variables, notamment celle du username, et on va pouvoir la remettre ici dans le contexte sous gamer. Ouais. Alors, quand on positionne des contextes, ça veut dire... Quand on a un contexte game ou gamer, ça veut dire que à un moment donné, on est passé par prise de contact. C'est pour se souvenir qu'on est passé dans prise de contact. Et ces contextes-là vont nous permettre d'enregistrer des données dedans pour récupérer dans d'autres intentions ces informations-là. Et c'est pour aussi valider le fait donc d'être passé par une intention. Mais
on peut paramétrer aussi des contextes en input contexte. C'est-à-dire là, c'est des contextes qui sont créés à la sortie de cette intention-là, et on peut conditionner l'entrée, donc ça c'est tout l'algorithme d'API AI, il va regarder s'il y a un contexte qui est présent, et il va intégrer l'intention dans son calcul. S'il n'y a pas le contexte, il ne va même pas regarder l'intention. C'est-à-dire que si on n'a pas initialisé la partie, on peut dire est-ce que l'inconnu a une barbe? Il va pas savoir parce qu'il n'y a pas le contexte game initialisé quelque part. Du coup, Beard, on a besoin d'un contexte game. Alors la petite astuce, c'est pour pas perdre le contexte, on le recrée en fait. On le recrée. Ça permet de garder toujours le contexte. Si à un moment donné on fait trop d'échanges, en fait, il perdrait le contexte et il pourrait croire qu'on est sorti de la partie alors qu'on n'est pas sorti de la partie. Alors, la dernière partie, c'est la partie training. Voilà. Donc ici, on voit d'ailleurs pourquoi il a compris tout à l'heure, il a traduit « Je voudrais jouer Quick Auto » au lieu de 8 photos. Donc c'est pour ça qu'il ne m'a pas compris la première fois et qu'il m'a redemandé combien de photos tu veux. Mais il avait quand même bien détecté Christophe dedans. Donc ici, vous avez les phrases qu'il a reçues. Et du coup, on va être capable de venir dans les sessions de jeu. On va voir qu'est-ce qu'il a détecté. Donc il me dit par exemple ici, l'intent c'était gender. Et la réponse a été gender femelle. Et alors je vais réduire un tout petit peu la taille, voilà qu'on l'a en entier. On va être capable de lui dire oui, ça c'était bien. Ou ça tu ignores, ou bien on va être capable aussi éventuellement ici de corriger, de lui dire c'était pas cette entity-là, c'est autre chose, ou c'est pas cet intent, c'en est un autre. Donc avec ça, vous allez être capable d'entraîner votre bot, et chaque fois que vous validez, la phrase que vous aviez là va venir s'ajouter dans les phrases d'exemple de l'intent. Donc ouais. Là, donc il met des phrases qu'il n'a pas forcément compris, mais il y a des phrases des fois qu'il ne comprend pas, mais le robot a quand même répondu quelque chose. Donc il y a une sorte de taux de confiance derrière, mais il veut se le faire valider. Donc c'est pour ça qu'il se le rajoute derrière quand on revalide les choses. Des fois ça passe pas, des fois ça passe, mais ça on n'a aucune visibilité par rapport au taux de confiance qui se cache derrière. Ils n'ont pas ouvert ça. Alors vous voyez en bas, il me dit Agent Training Started. Donc quand vous lui validez la partie, il réentraîne le modèle qui est derrière le bot pour qu'il fonctionne mieux la fois d'après. Donc votre bot, il est indisponible les quelques secondes qui durent derrière. Juste pour on a encore un peu de temps. On peut aussi le tester sur le côté. Si tu peux montrer. Réduire un tout petit peu. Voilà. Donc vous pouvez tester soit en saisissant à l'intérieur. Bonjour. Même avec la voix. Parce que voilà. Bonjour, quel est ton prénom ? On pourrait aussi utiliser la voix avec... Alors, autorisé. Je m'appelle Christophe. Voilà, donc il a bien détecté. Je m'appelle Christophe et il me propose la réponse suivante. Donc vous êtes capable ici de tester votre bot sans avoir construit complètement l'application devant. Donc là, on n'est pas obligé de passer par les API, par le client REST. On a directement les infos et du coup, on a les différents contextes initialisés avec les infos qu'on extrait du robot. C'était tout. Du coup, je passe les slides, puisqu'on les a vus directement dans l'interface. Le webhook, la réponse que doit faire votre serveur au webhook, vous voyez qu'on a un speech, donc ce qui doit être prononcé. On a un texte à afficher éventuellement. Vous avez une propriété data dans laquelle vous allez pouvoir mettre les données. C'est là que nous, on renvoie les identifiants des speakers qui ont été tirés au sort. Et vous pouvez aussi éventuellement repositionner un contexte qui sera ajouté donc, dans le contexte du bot pour les appels suivants. Donc on a réussi à rendre un petit peu plus intelligente notre application. Maintenant, faut le texte qu'on a en sortie de tout ce flux du système, qui sort du système, il faut sortir un flux audio. Donc quelle est la problématique ? Quelle est la théorie derrière ? Donc c'est la synthèse vocale, donc le text to speech. La
là, il y a plusieurs. Alors, si vous voulez regarder sur Internet comment ça fonctionne, il y a vocal synthesis, concaténative synthesis, paramétrique synthesis. Donc, il y a des articles super intéressants de savoir comment ils découpent en fait la voix et quelles sont les différentes stratégies pour reconnaître créer un flux audio. Le paramétrique synthesis étant le plus récent, on va dire, le plus récent. Alors oui, il y a un dernier truc dont je voulais parler, c'est WaveNet. Donc WaveNet, c'est le labo Google derrière qui fait ça. Et là, c'est hyper bluffant. Donc si vous allez voir sur le net, et là, on a vraiment l'impression d'avoir des personnes en face qui vous parlent. Alors c'est pas du tout ouvert aujourd'hui, c'est juste de la démo. Sur le même texte, on peut faire chanter la personne, on peut transformer dynamiquement la voix de la personne. Enfin, sur la démo, c'est assez bluffant, mais on n'en est pas là encore. Et nous, on a utilisé donc des API. Donc on a déjà regardé quelles étaient les API disponibles. Alors là, il y en a des API de génération de flux audio, il y en a pas mal. Alors il y a celles qui sont... alors il y a des services. Alors faut savoir qu'il y a quand même une latence réseau entre ce qu'on envoie le texte et puis récupère le son audio. Il y a un peu de latence. Alors les grands du web, ils ont tous leur text-to-speech, API text-to-speech, Amazon, Microsoft, et puis il y en a des acteurs qui fournissent ce service-là. Il y en a, mais il y a Capella qui existe depuis longtemps, qui avait utilisé sur un autre projet. Il y en a plein, enfin il y en existe des tonnes. La problématique, je trouve que les voix aujourd'hui, c'est toujours encore un peu robotique. J'ai pas été bluffé par des services qui fournissaient des voix pas mal. Alors celle de Google est plutôt pas mal, mais du coup, on a utilisé donc la spec Speech Synthesis API, et donc cette spec là est compatible un peu sur tout. Sophie. C'est une habitude. Et donc voilà, je vais te laisser pour la démo. Ouais, j'ai le micro là finalement. C'est bien. Faire ça depuis tout à l'heure. Ouais. Du coup, c'est pas du tout compliqué en JavaScript là aussi. Vous avez un speech synthesis utterance que vous créez en lui passant en paramètre la phrase à prononcer. Vous ajoutez la propriété de la langue dans laquelle vous voulez le prononcer. Et puis derrière, vous demandez à la page de parler cette phrase. Donc Windows, Speech Synthesis Speak, et vous lui passez le Speech Synthesis Utterance. Vous pouvez rajouter quelques paramètres dedans. Donc vous avez tout un tas de voix, vous allez être capable de sélectionner une voix pour le faire parler. Vous pouvez aussi mettre la tonalité de la voix et puis la vitesse à laquelle la voix va parler. Vous allez pouvoir les ajuster. Donc, par exemple, ici, j'ai la liste des voix qui sont disponibles sur mon ordinateur. Alors, il faut savoir que ça varie entre les navigateurs et même entre les plateformes. Entre les systèmes. Moi, j'ai une 60aine de voix et sous Linux, on a une 20aine de voix. Sous mon Linux. Sur ton Linux. Donc, à ce moment-là, je peux faire la démo. Bonjour, le Juxu me compte. Tiens, je vais pas faire le micro, on va la refaire. Bonjour, le Juxu me compte. Vous voyez que la synthèse n'est pas forcément très bonne. Par contre, la réponse vient tout de suite. Toutes les voix qui sont préfixées avec Google, dans le bas, ce sont des voix qui sont synthétisées dans le cloud et qui sont ramenées. Donc à ce moment-là, on va avoir une petite latence au moment de l'appel. Par contre, la qualité va être largement meilleure. Bonjour, le Juxumcamp. Juxumcamp, c'est pas évident à prononcer pour lui. Mais voilà, donc la synthèse est vraiment bonne et du coup vous pouvez jouer si vous voulez le faire parler avec un accent italien. Bonjour, le Juxumcamp. Voilà. T'avais oublié le R de Summer, je crois. Ah ouais, j'ai oublié le R de Summer. On va le corriger.
il sera peut-être meilleur. Le français, ici, Bonjour le Jug Summer Camp. c'était mieux. Là aussi, vous avez deux webbooks. Deux méthodes sur lesquelles vous pouvez vous accrocher, qui vont être le on-start et le on-end. Donc c'est ce qui nous a permis de jongler entre le j'écoute, j'arrête d'écouter, je commence à parler, et puis j'ai fini de parler, je recommence à écouter. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, je suis en train d'y repenser, on n'a pas raconté, mais pour la petite histoire, quand on a préparé le bot, on travaillait un peu chacun de notre côté le soir. Et du coup, des fois, on oubliait que la page enregistrait derrière. Je vous parlais des problèmes de confidentialité. Donc, je sais qu'il interdit à son fils de regarder Peppa Pig le soir. Voilà. Et lui, il sait que mon fils s'endort devant la télé le soir. Et donc c'est assez rigolo quand on va bosser on va sur la plateforme API AI et on voit tous les trucs qu'il n'a pas réussi à comprendre. Et là, on se marre. Comment ça s'est passé du coup après pour assembler toutes ces briques pour faire l'application? Donc on a la première phase d'initialisation qui était la phase d'analyse des images. Donc on a travaillé avec le service de BetaFace, la page des speakers du Jug Summer Camp. Donc j'ai écrit un petit bout de programme qui va extraire les URL des photos, les noms des speakers, et puis j'ai mon serveur à côté qui va stocker toutes ces informations-là. Le speech recognition, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le speech recognition dans Chrome s'appuie sur les services cloud Hello de Google. Donc vous pouvez les utiliser en dehors ou finalement le speech recognition vous rend la chose complètement transparente. Donc à l'initialisation de la partie, quand on fait le bonjour, on a simplement un échange. Bonjour, comment t'appelles-tu, Christophe? On a simplement un échange entre votre navigateur, la plateforme Hello, mais cet échange-là est complètement transparent pour vous, et API AI. Vous êtes obligé d'appeler à chaque fois avec la phrase et puis de récupérer la réponse. Une fois qu'API AI a toutes ces réponses, que la première partie du dialogue est complétée, j'ai le nom du joueur, j'ai le nombre de photos, il va appeler notre serveur derrière sur le webhook pour récupérer les identifiants des speakers et vous les renvoyer au niveau du navigateur. Donc, une fois que vous recevez ces identifiants, nous, on retourne chercher sur le serveur les descriptifs des photos. Il a des lunettes, il a de la barbe, etc. Donc là, ici, on aurait pu utiliser... là, on l'a fait en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a API AI qui va chercher les informations, il nous les ramène, nous, on va chercher. On pourrait faire dans le webhook, directement aller chercher dans le back-end, et puis pusher côté client, avec des WebSockets, avec du serveur sent event, et directement prendre l'information. Là, c'était un choix, mais on pourrait faire des choses directement pilotées, en fait, par l'API AI, et puis ça fait le tour comme ça. Et puis ensuite, tout le reste de la partie, est-ce que c'est un homme, est-ce qu'il a des lunettes, etc. Les échanges se passent uniquement entre le navigateur, donc la plateforme Hello sans qu'on le voie, et puis le bot API AI. En conclusion. Alors en conclusion, moi j'ai bien aimé sur cette application-là. Moi j'étais un peu bluffé par la simplicité pour faire des bots en fait. API AI j'ai bien aimé, même les autres, mais en tout cas c'est assez simple de faire un bot avec un peu d'intelligence. On branche notre application, notre back-end derrière, et puis on peut faire des choses un petit peu sympas. Même si on était aussi bluffé aussi sur le speech to text au départ quand on fait une ligne de code de JavaScript, et là il comprend super bien en fait ce qu'on dit. Et là en fait moi je connaissais pas avant cette spec là, et en fait ça marche super bien, et on n'a rien à faire. Alors tous les services ne sont pas matures, notamment tout ce qui est détection de visage. On a vu, il y a beaucoup d'erreurs au niveau de la détection de visage. Alors il y avait les visages non détectés, on les a passés dans les services de Google, de Facebook, notamment pour tous ceux qui sont de profil. Dans ces cas-là, ils sont détectés, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le feature extraction, donc la barbe, les lunettes, que nous offraient pas les autres services. Donc ça varie d'un service à l'autre en termes de maturité. Vous avez vu en plus sur les exemples, les transcriptions de texte, c'est pas toujours très juste. Vous m'avez compris, lui, il a compris autre chose. Il faut aussi relativiser sur les services d'image. Nous, on a voulu partir sur des services gratuits, pas voulu investir sur des services payants.
On n'a pas regardé en détail, mais sûrement avec ce que fait les grands du web, je pense qu'il y a moyen d'avoir des services assez performants sur ces services-là. Je vous remercie, puis bonne fin de journée.